Tous les animaux, c'est arrête de te la péter, de toute façon, reste toi-même, et ils viennent tout, voilà, ils ironisent notre vie pour qu'on se rende compte, voilà. C'est vrai, ça, ouais. Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup dans ta petite tête? Youpiou. Non mais ça va être la meilleure interview du monde. Bonjour à toutes et à tous. Comment vous dire que ce podcast a été l'un des plus rigolos à tourner? En effet, les micros étaient entourés d'un lapin, d'un chat, d'une chienne, de nous bien sûr, et également de Cindy, qui est coach, médiatrice, maman, femme et femme exceptionnelle par sa façon de penser et de voir les choses. C'est un podcast qui change un petit peu de d'habitude, on espère qu'il vous plaira tout autant. On vous laisse avec Cindy, avec sa manière de voir les choses, avec ses 5 sens bien en éveil, voir son 6e sens qui est l'intuition et qui nous en apprend énormément. Bonne écoute! Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes en présence de Cindy, Papouille, Youpla et Shaina. Tout bon, bravo. Ça va être une des meilleures interviews je pense, entourée de plein de monde. Cindy, comment vas-tu? Bien. Fatiguée, parce que vendredi, fin de semaine, et elle était très chargée encore une fois, mais elle était encore une semaine exceptionnelle. C'est vrai. Tu nous diras tout ça. Si à un moment je regarde un peu partout, c'est parce que tout simplement il y a un chat ici, un chien ici, et je regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà, on peut peut-être avoir des petites sonorités, des petites mélodies ou des fracas. Voilà, ou des petits toilettages. Voilà, ça sera un petit peu d'ASMR en même temps. Cindy, je commence toujours l'interview par 3 questions. Alors je vais te poser 3 questions auxquelles tu peux répondre vraiment très brièvement. Ok. Avec quel animal aimes-tu beaucoup travailler? Moi, je crois que j'aime beaucoup les oiseaux. Ok. Quel voyage aimerais-tu faire? Alors, répondre brièvement, ça va être difficile. Parce que... Après, tu veux dire tour du monde. Bah voilà, bien, monde, tour du monde, ça me va très bien. Voici Papouille qui valide. Coquin. Tu valides le tour du monde, ouais, toi, Papouille? il valide aussi. Toi aussi, Youpla, tu le valides? Ouais, tour du monde. Et ma 3e question, est-ce que tu te rappelles du premier animal avec lequel tu as travaillé? En médiation? Oui, en médiation. De toute façon, je pense que ça va être le chien, Loco. Alors, Loco n'est pas là. Hein. Il est resté dormir confortablement dans le salon. Mais on a Shaina qui est juste là, qui va aussi dormir d'ailleurs, hein, puisqu'il est relativement tard. Et c'est vrai que les animaux se calent énormément sur l'horloge biologique. Et donc, voilà. Alors là, notre petit chat dit je jouerais bien avec le lapin. Il chamaille. Ouais, il chamaille, ce qui est normal. C'est comme pour nous, hein. Il y a des... J'adore. C'est vraiment une vie, hein. Trop cool. Loulou, par contre, si tu t'énerves... Oui. Ouais, je vais regarder. Il va finir hors de la table. Voilà. Alors, j'attends qu'il se calme. Mais je crois que s'il va être stimulé... Non. Mais voilà. Papouille, get up. Très gentil quand même. Là, tu l'as compris. Ouais, il a très bien compris que là... Il avait abusé. Voilà. Il va quand même sortir. Voilà. On va rester en plus. Voilà, c'est calme. Mais oui, voilà. Alors, on va petit piou, t'as fait peur. Oh oui. Bon, Papouille a été viré. Enfin, il s'est viré lui-même. Voilà. On est entre filles. Eh ben, on peut commencer du coup l'interview à fond. Ah non, tu t'y mets pas? Non, elle va la protéger justement. Shaina a vraiment l'instinct maternel et elle vient rassurer Youpla qui a une petite frayeur. Bah oui, c'est ça la médiation, ça marche aussi entre eux. Cindy, pour toi, c'est quoi la vie? Vaste sujet, non? La vie, c'est passer un moment avec les animaux. C'est se faire caresser et cajoler. C'est surtout, je pense, la vie, une multitude de leçons. Une multitude de leçons que la vie nous fait apprendre, que l'on assimile ou pas, ou que l'on doit assimiler par répétition.
Ça peut être des apprentissages très doux, très rapides et qui passent tout seuls, comme des apprentissages beaucoup plus difficiles, secouants. Et en général, ce sont les plus grandes leçons d'ailleurs. Et en tout cas, c'est toute une série de leçons qui nous apprend à s'ouvrir un petit peu plus et à retenir l'essentiel qui est l'amour. Alors, quand j'entends l'amour, ça va être l'amour avec un grand A en fait. C'est pas la relation spécialement amoureuse, mais tout ce qui nous unit, nous les êtres humains, les êtres humains aux animaux, même aux végétaux. Et voilà, l'amour, Shaina, elle en a, elle en a à revendre. Je crois qu'elle en a. Ouais, et c'est surtout pour même nous ouvrir et nous permettre d'être un petit peu plus dans l'amour quand on est dans d'autres émotions. Nous, on travaille beaucoup avec les émotions, mais quand on peut être un petit peu plus dans des émotions, on va dire, désagréables. Je préfère dire désagréable que négatif parce qu'il n'y a pas d'émotion négative. Oui, c'est juste. Mais la peur, la colère ou la tristesse que l'on peut porter aux autres ou qu'on peut même se porter à soi-même a besoin d'être balayée. Et je pense que la vie nous offre de multiples leçons et multitudes d'expériences pour qu'on puisse justement apprendre à ne retenir que l'amour après tout ceci. Et quelle a été jusqu'ici pour toi la plus belle leçon que tu as retenue? Alors la leçon, je pense que j'ai retenue, c'est que justement j'avais l'amour à retenir. Tu vois, c'est celle-là. Parce que on nous inculque, on a la chance d'être en France et en Europe avec l'accès à l'éducation. Là où on apprend énormément de leçons finalement, l'éducation, l'école. Et on nous apprend pas à aimer. On ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Tout ce qui est l'ouverture à l'autre, le développement personnel qui est inculqué dans les pays scandinaves arrive petit à petit en France. Heureusement, ça y est, enfin. On nous l'apprend au sein même du foyer, mais ce n'est pas pas tous une les priorité. foyers en plus. Bien sûr. Et quand on a la chance d'être dans un foyer. Oui. Voilà. Nous ici, on reçoit tellement de personnes et d'enfants. Alors, je parle toujours d'enfants qu'on ait 2 ans ou 98 ans. 98 ans, c'est bien ça. Parce que justement, nous sommes toujours des jeunes ou des plus grands enfants. Mais je souhaite justement qu'on essaye toujours de retrouver notre âme d'enfant ou de retrouver l'enfant à l'intérieur de soi et se dire que voilà, aujourd'hui on est content, enfin l'enfant qu'on était serait fier de qui on est aujourd'hui. Et voilà, je reçois beaucoup d'enfants ici qui n'ont pas accès à un foyer justement. Et ce qui les aide à tenir, c'est justement l'amour. Il y a une très grande étude qui avait été faite post-guerre où justement beaucoup d'orphelins se retrouvaient soignés par des nonnes. Et ça faisait partie d'une étude scientifique qui demandait justement à ces bonnes sœurs de tout donner, sauf des signes d'attention, de reconnaissance. Ah oui. Donc il y avait de l'alimentation, ils étaient donc nourris, hébergés, soignés, mais elles n'avaient pas le droit de donner de signes de tendresse. Donc des formes de représentation d'amour. Et l'étude était très flagrante et terrible, puisque finalement, il n'y en a aucun de nourrisson qui a survécu. Ah, j'avais déjà entendu parler de ça. Et en plus, c'était une étude, une expérience faite en pleine conscience. Bien sûr, c'était volontaire. C'était volontaire, oui. Alors voilà, c'est vraiment terrible de se dire que ce résultat, il a fallu attendre ce résultat pour vraiment le prouver, mais nous sommes tous reliés les uns aux autres, nous sommes tous reliés à tout ce qui est vivant. Et l'amour, je pense qu'elle n'a pas une place assez importante aujourd'hui. On le voit d'ailleurs dans l'actualité. Beaucoup d'états de guerre, de toute forme que ça soit, géopolitique, politique, économique, les guerres de santé aussi. Et tout ça, c'est juste parce qu'on a un manque d'amour de soi-même. Et du coup, si on a un manque d'amour envers soi-même, on a un manque d'amour aussi envers les autres.
Et l'amour, qu'est-ce que tu entends par le mot amour? Ça regroupe quoi pour toi? C'est le un, c'est le tout. Alors ici, moi, je fais pas du tout de politique, de religion, rien qui n'a rien à voir. Par contre, on peut croire ou pas croire, on peut croire en ce qu'on veut ou pas. Mais si déjà on a du mal à croire que ce sentiment d'amour peut nous lier, il y a ma petite doucette, peut nous relier à au moins juste à l'énergie de vie en fait, au moins juste l'énergie de vie. Est-ce que l'amour c'est tout ce qui t'entoure? C'est être à l'écoute de tout ce qui t'entoure, c'est regarder, observer, recevoir aussi? Oui, c'est le mouvement de la vie en fait, l'amour. C'est ça, c'est à chaque seconde, dans chaque micro-particule, et même dans des... la plante juste devant nous qui ne bouge pas, et pourtant elle est très très vivante, elle est là, elle a aussi besoin d'amour. Il y a une autre étude justement qui explique de parler aux plantes. Alors oui et non, parce que franchement, je parle à ma plante et ça va pas du tout. Alors... Mais je l'aime de tout mon cœur, mais j'y arrive pas. Alors, ok. Alors, sur ce sujet, tu vois, tu peux donner tous les mots. Et c'est ce qu'on explique d'ailleurs quand on travaille en médiation. C'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Si derrière l'énergie ou l'intention que tu as n'est pas en totale congruence avec ce que tu penses, ou alors peut-être que ta plante est tout simplement là pour venir absorber ce qui est moins cohérent ou aligné à l'intérieur de toi. Et elle est là, en fait, comme une éponge pour venir retirer ça. Belle éponge. C'est une belle éponge. Mais après, je pense qu'il y a un problème factuel aussi, c'est que je l'arrose trop. Et le fleuriste m'a crié. Et il a eu raison. Ouais. Je l'arrose moins, mais du coup, je l'arrose un peu trop moins. Enfin, du coup, je sens que je vais trop l'arroser. Ouais, le juste équilibre, là, faut que je trouve l'équilibre avec cette petite plante. Mais elle est toujours là. Ouais, mais elle a beaucoup moins de feuilles qu'avant. Bonne intention. Bonne intention. Le cœur y est. L'eau y est trop. Mais oui, il faut bien parler aux plantes et bien s'y connaître aussi. Alors, c'est vrai, tout ce que je raconte, ça a souvent été mal perçu, pas compris. Qu'est-ce que c'est loufoque. Ça paraît, c'est-à-dire, on parle d'une plante, des fois on se fait passer, ou même aux animaux. Et pourtant, il y a assez d'études scientifiques aujourd'hui qui nous prouvent justement tout l'intérêt. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a des esprits les plus cartésiens, les plus fermés, qui commencent à accepter la présence d'une autre forme de vie, donc d'une autre forme d'amour. Finalement, l'amour, c'est la vie, c'est ça. Et ça, c'est aussi toute notre mission, c'est de faire comprendre que nos émotions, donc ce qui est dirigé donc, par notre cœur, donc directement lié à l'amour, sont là pour nous guider, nous diriger, pas nous diriger, parce que si on les dirige, ça veut dire qu'on n'arrive pas à les gérer, mais au moins pour nous donner des indicateurs pour pouvoir justement mieux appréhender ces leçons que la vie vient nous mettre sur notre chemin. Après, ça rejoint aussi ce que tu disais avant, il ne faut pas l'oublier non plus, il ne suffit pas de parler des fois. Enfin, tu peux bien sûr dire à ta plante que tu l'aimes, comme cette célèbre expérience qui a été faite avec du riz. Du riz qui pourrit dans un bocal parce que tu dis des gros mots et l'autre tu ne dis que des jolis mots et il se passe quelque chose. Mais il y a de l'action. Il y a l'action derrière l'amour finalement aussi. Tu peux pas juste t'asseoir et aimer. Enfin si, mais dans ce cas-là, c'est une autre expérience. Mais, alors bien sûr que... si on est là, passif. Voilà, c'est ça. Ouais. Et des fois, après c'est que mon impression, mais avec tous les livres qui sortent sur le développement personnel et des choses comme ça, des fois on passe dans le côté passif. Si vous vous asseyez, que vous méditez, que vous aimez, ça ira. Non, c'est déjà bien. Mais après, il faut faire des choses qu'on aime, tout faire pour être bien s'entourer. Mais là, c'est de l'action, c'est de la sueur, c'est du courage, c'est le fait d'oser aussi. Le fait de passer dans le mouvement, voilà, dans l'action. Et
peut-être le temps d'intégrer, de digérer ces éléments, mais bien sûr, comme à chaque fois, c'est aussi intéressant de le mettre à contribution, de l'ouvrir au monde, de le mettre, comme on appelle ça, dans le champ des possibles, en fait, hein, de le partager pour que, justement, ça soit bénéfique aux autres. Et quand on vient ici en médiation animale, les animaux nous montrent bien, parce que de toute façon, chez les animaux, alors le non-amour, donc la méchanceté, n'existe pas chez l'animal. Hein, l'animal est là, il nous accepte tel que l'on est, il ne nous juge pas, il ne va pas demander à ce qu'on réponde à certains critères physiques ou hiérarchiques ou sociétaux. Ils sont là, et donc là, c'est déjà la preuve d'amour de nous dire, ok, tel que je suis, là, je suis complètement intégrée. Et quand des personnes ont des difficultés à ressentir l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes, ou qu'ils l'ont intégré mais qu'ils ont difficulté à le mettre en œuvre, le fait de venir, et Youpla est très intéressée par les fils du micro, le fait de venir le mettre à profit avec les animaux, c'est que tout simplement les animaux, ils viennent nous bousculer. C'est-à-dire que si tu viens lui dire un super mot doux, etc., mais que derrière, toi, tu es rempli de colère, déjà le chien ne va pas s'approcher de toi parce qu'il va ressentir avant tout cette colère qui va émaner, et donc il va se mettre en position de repli pour se protéger, donc un survie. Si tu arrives et que tu es rempli de peur, elle va aussi venir vers toi petit à petit, tête basse, ou voilà, en tout cas avec cet effet miroir. Ouais, ce qu'on appelle les neurones miroirs, en fait. Et c'est la grande capacité, l'intelligence émotionnelle qu'ont les animaux, c'est de pouvoir ressentir ce que même nous, des fois nous ressentons, mais nous n'en avons pas conscience, étant donné que nous sommes tellement dans notre mental d'humain et d'être surdéveloppés, très développés. Et on a oublié que les animaux ont continué leur développement, même s'il n'est pas passé par le côté cérébral du cortex et néocortex, il est resté dans le système limbique et reptilien, où justement on va être dans les modes de réflexe de survie et d'attachement, hein, de lien social à l'autre. L'attachement, on en a parlé en plus avec ces années post-Covid, on sait très bien que c'est très important le lien à l'autre et le lien social. Bah, eux, les animaux, bah, voilà, ils savent que ça fait vraiment partie de leur mode de survie. Et on en revient à l'étude avec les bébés et les nourrissons qui, voilà. Et justement, eux, ils sont toujours là pour nous accueillir et nous montrer quand il y a quelque chose qui leur paraît être défaillant. Défaillant, ça veut dire on ne répond pas à des critères, mais quand notre parole n'est pas alignée avec nos actes ou nos intentions, les animaux arrivent à le percevoir. Et souvent, dans la vie, quand on a des leçons, c'est parce que nos paroles ou nos actes ou nos pensées ne sont pas alignés. Avec ce qu'on ressent au plus profond. Bien sûr. Mais des fois, c'est un petit peu dur de dire clairement ce que l'on ressent. Et toi, c'est ce que tu fais avec la médiation animale, c'est que tu aides peut-être que je me trompe, hein, mais c'est pour savoir ce que tu fais exactement, c'est que tu aides les gens à aller chercher justement ce qu'ils sont en train de ressentir, que ça soit d'ailleurs la colère, l'amour, la déception, peu importe l'émotion qu'ils sont en train de cacher à l'instant T en fait. Pour les émotions principales, déjà, savoir reconnaître, et puis après, une fois qu'on est un petit peu plus ok, c'est chercher les émotions secondaires, toutes les nuances. La médiation animale nous permet de venir ressentir, d'être à l'écoute de nous-mêmes, déjà, donc de l'émotion. Parce que tu peux pas mentir avec un animal. En fait, c'est impossible parce que dès lors où tu essayes, par exemple, tu arrives toute souriante et si à l'intérieur de toi, tu es remplie de tristesse, l'animal, il ne va pas s'arrêter à ce que tu vas venir en façade présenter. Hein. Lui, il va directement, il ne s'arrête pas à la vitrine, il va à l'arrière du magasin voir un petit peu ce qu'il y a même dans le stock, ce qui est bien enfui, là, ce qu'il y a... C'est joliment dit. Ouais, mais voilà, c'est ça en fait, il est là pour venir nous chercher en profondeur. Et je crois que c'est là, c'est vraiment ce qui vient le plus me chercher, moi, dans le travail de médiation animale, et c'est ce qui m'a attirée, c'est de venir au-delà des apparences, chercher ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment je me sens. Est-ce que là, je suis dans le plaisir ou le non-plaisir ? Mais si je suis dans le non-plaisir, pourquoi ?
Pourquoi, comment, combien de temps, voilà. Et essayer de l'analyser, pas seulement par le mental, parce que ça c'est encore voilà, tous les questionnements des humains, mais aussi venir les chercher par nos émotions, mais aussi par nos sens. Hein. Et la médiation animale, elle nous permet de travailler le sensoriel, parce que nous sommes remplis d'informations par ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on touche. Et bien souvent aussi, on ne fait pas attention à nos sensations. Ou des fois, on se dit « Oh non, ce que je ressens, ça doit pas être ça », et puis ça finit toujours par se vérifier 2 jours plus tard. Voilà. Alors, c'est ce que je ressens. Donc là, on peut être... là, je pense qu'en plus, tu peux faire un parallèle avec ton intuition. Oui, hein. c'est à ça que je pense depuis tout à l'heure. Ouais. En fait, ça me fait penser à cette petite voix qu'on entend, mais à laquelle on ne fait pas confiance. Ouais. Parce que, comme tu dis, on est souvent dans le mental, on est quand même dans un mouvement de vie qui est assez intense parfois. Et du coup, on a quand même cette petite voix qui nous dit « Ah, tu devrais aller par là » ou « Ah, tu devrais peut-être pas aller par là ». Et souvent, quand on ne veut pas l'écouter, ça se vérifie 99% du temps, enfin pour pas dire 100%, mais... Et alors, on est rempli, nous, de biais cognitifs, en fait, de limitations, qui nous... un petit peu comme des garde-fous, non, tu fais erreur, ne te laisse pas. Et pourtant, si on sait tous, on est tous capables d'être à l'écoute de notre intuition et de savoir, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais de savoir à l'avance que quelque chose allait arriver, ou que tu savais que... ou alors tu passes un coup de fil à un ami et alors que j'allais justement t'appeler. Enfin voilà, des petites connexions comme ça de l'intuition. Alors là, on est même au-delà même de la médiation animale, j'ai envie de te dire, parce qu'on travaille aussi en communication animale. La communication animale, c'est quand on laisse notre intuition, donc notre épi en fait, venir justement chercher des informations bien au-delà du palpable, du matériel, du concret, si on peut dire du réel. De toute façon, il y a tellement de formes de communication. Il y a, il y a la communication non verbale, corporelle, pour les animaux, pour nous aussi, mais je pense qu'on n'en est pas conscient, il y a les odeurs. Donc tous les sens peuvent être en communication quand on sait les reconnaître un petit peu. Alors, le principe même de la médiation animale, c'est les animaux ont tous un flair, en tout cas plus développé que celui de l'être humain. Donc, ils ont accès à des odeurs complémentaires aux nôtres. Et par leurs odeurs, eux, ils vont venir identifier les hormones sécrétées via les émotions ressenties. Ah, c'est fou. Donc, d'un point de vue scientifique, l'animal va venir avoir accès à notre émotion, pas par la magie, c'est juste parce que là, ils ont senti l'odeur dégagée, soit par la cortisol, la dopamine, voilà. Toutes les émotions que l'on va sécréter, les hormones sécrétées par nos émotions, et donc ils vont venir à ce moment-là en neurones miroirs. Moi, en tant qu'intervenante en médiation animale, je suis chargée d'observer le comportement des animaux, donc les animaux à 4 pattes. Et ça veut dire que si là tout le monde dort, c'est qu'on a envie de dormir avec Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Le but, c'est de pouvoir avoir dans l'observation ce qu'on appelle une observation éthologique. Donc l'éthologie, c'est l'étude des comportements. D'accord. Et on va toujours le regrouper par rapport à un environnement, par rapport à un contexte. C'est-à-dire qu'un mouvement n'a pas une signification claire. C'est le retranchement de plusieurs mouvements, événements, environnements, etc., qui va nous permettre de faire une conclusion. C'est toujours dans les bases scientifiques, on doit regrouper pour pouvoir être sûr d'avoir une conclusion. Et on le fait toute la journée ici. Et bien sûr que... là, très clairement, s'il dort, c'est parce qu'il fait noir dehors. Et c'est ce que nous, êtres humains, finalement, on devrait faire aussi. Et on aime toujours repousser la montre. mais c'est en effet ce qui se fait et ce que nos ancêtres faisaient à la nuit tombée, avant que toutes les nouvelles technologies arrivent. Voilà. On pouvait justement en profiter pour se reposer. Et avec les animaux, peut-être que les gens ils se remettent plus à leur rythme.
Oui. Aussi. Alors, on revient vers un cycle justement naturel. Oui, voilà. À leur rythme. Justement, hier, j'écoutais le professeur Christophe André, qui est maintenant psychiatre, qui est très connu, qui est aussi à l'origine d'ailleurs de la pleine conscience. Oui. La pleine conscience, c'est le mode d'état, enfin c'est l'état naturel des animaux. Ils sont toujours connectés à l'instant présent, étant donné que si leur esprit part une demi-seconde, ils peuvent se faire complètement bouffer par un prédateur. Pour faire clair. En gros, c'est ça. C'est ça. Nous, on était comme ça avant, hein, quand on était cueilleurs, voilà, chasseurs-cueilleurs. On faisait attention si on n'avait pas un ours ou un loup aux fesses là qui arrivait, etc. Et si on était en train de penser à la réunion de demain, l'ours il Oui, arrivait. bon, je pense qu'en temps préhistorique, on n'a pas encore la réunion. On ne sait pas. À voir dans les faits. faits. Des brainstorming de malades. C'est eux qui ont inventé le brainstorming. Why not? Mais c'est vrai que du coup, eux, ils sont restés dans cet état de vigilance de l'instant présent. Alors, l'instant présent, c'est pas seulement de la vigilance, c'est aussi profiter. Oui. Voilà, j'arrive à choper un bon petit morceau de feuille bien frais. Là, j'en profite, je le savoure. Voilà, comme nous, on peut savourer un bon moment, le fait d'être ensemble, et voilà. Et c'est juste de poser sa conscience sur, ok, ce qui se passe maintenant. Là, ça va pas, etc. Mais au moins d'être conscient de l'état émotionnel à l'instant T. Donc les animaux, ils sont toujours comme ceci. Et justement, on a besoin justement, nous aussi, de nous reconnecter à notre instant présent. On est soit en train de ressasser un événement qui s'est mal passé, ou une discussion, on se dit, mais mince, j'aurais dû dire ça. Oui. Évidemment, j'ai tout le scénario maintenant que c'est passé. Mais voilà. Ou alors, mince, là, demain, j'ai une réunion, j'ai pas envie d'y assister. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment, voilà. Donc, on va anticiper ou justement, on va rester dans le passé. Et du coup, ces deux modes d'état, de fonctionnement nous empêchent d'être pleinement présents à ce qui se passe ici. Les animaux, quand on est avec eux, voilà, hein, la preuve, si on vérifie pas entre deux, youpla, elle va pouvoir nous grignoter un fil ou je ne sais quoi. Donc là, on doit aussi redoubler de vigilance. Mais c'est surtout que, par exemple, quand on fait une balade avec les chevaux, nous, les balades, on monte pas sur les animaux. Nous, ici, c'est parce qu'on propose principalement avec les équidés un travail à pied. Et souvent, on propose de partir en balade. Et on part en balade donc à pied. On va tenir l'animal en longe. Et si donc c'est un très bon exercice d'instant présent. Parce qu'on doit être constamment en train de penser à l'animal, à l'observer. On va marcher à côté, on ne tire pas sur la longe. Le but, c'est de faire un partenariat. Donc, créer une relation avant tout, aller rencontrer l'animal, voir comment il communique, comment il se sent, et puis essayer de rentrer en relation avec, et après proposer une balade. Donc déjà, il faut voir si l'animal aussi est disponible. Nous, on ne force pas. Les animaux, ils sont comme nous, ils auront leur bon jour et leur mauvais jour. Et donc, c'est aussi à nous de nous adapter en fonction de ces états-là. Et quand l'animal est OK et disponible, c'est à la personne d'être présent à lui-même, d'être présent à l'autre, de faire attention aussi, d'être vigilant à l'état émotionnel de l'animal. Et dans la balade, si les pensées de la personne, parce qu'on est tous comme ça, hein, il y a des pensées qui passent dans tous les sens, voilà. Et si on les accueille et qu'on est reparti dans notre scénario et dans un arbre à 15 branches, hein, on appelle ça les pensées en cascade, arborescente, voilà, hein, d'un sujet on part sur autre chose, etc. L'animal, lui, à la seconde même, il va en profiter pour s'arrêter, aller brouter ou repartir. Donc c'est très important d'être vigilant à soi. Alors bien sûr, avant de faire ceci, d'amener un gros équidé de 500-600 kilos avec soi. Parce que bien sûr, hein, notre masse musculaire ne va pas nous permettre de pouvoir l'arrêter, mais on va déjà s'entraîner avec des petits exercices de pleine conscience. Mais c'est aussi un super indicateur, parce que là, visuellement, on se dit, mais mince, pourquoi l'animal y part? Et bien souvent, on se rend même pas compte que notre pensée est partie ailleurs.
Donc voilà, c'est revenir. Alors c'est très fatigant comme exercice, hein. C'est très fatigant parce qu'il faut avoir de la vigilance, mais ça permet justement aux personnes petit à petit à se canaliser. Et ce sont souvent des personnes qui sont tellement dans le mental, qui sont tellement convaincues que seule la raison, le mental peut diriger le monde et ce sont les réponses à tout, que finalement quand elles se rendent compte que l'émotion, les émotions, les sensations sont aussi source de réponses et sont complémentaires oui. à leur intelligence, leur autre type d'intelligence, elles multiplient leurs forces, elles multiplient leurs capacités et c'est génial de les voir évoluer comme ça, ces personnes. Et je vais rebondir sur quelque chose qu'on a dit il y a 10 minutes, mais c'est parce que j'y pensais en même temps. Mais j'étais dans l'instant présent, promis. Oui, je vois bien que tu as le petit rictus, je vais me faire avoir. Et voilà, je me suis fait avoir. Mais c'était pour une anecdote, c'est mon frère qui était en moto, donc il avait des gants, il roulait. Et soit il est allé trop vite, soit il s'est fait peur, enfin il s'est énervé. Donc je pense qu'il a sué, il y a eu une hormone comme ça désagréable, un petit peu de colère. Ou de stress. Il rentre chez lui, il a un chien qui s'appelle Nounours, donc déjà tout est dit. C'est un labrador qui est littéralement à manger. T'as envie de croquer. C'est une boule d'amour. Je n'ai jamais vu un chien donner de l'amour comme ça. Il ne fait jamais de bêtises, des petites bêtises, mais il ne va pas croquer quelque chose juste pour s'amuser. Et là, il a complètement déchiqueté le gant de mon frère. Quand il avait le dos tourné, quand il a déposé ses gants, mon frère, je suis pas par exemple partie se laver. Et là, Nounours a déchiqueté son gant. Et mon frère a réfléchi, m'a dit, mais en fait, dans ce gant, il y avait mon stress, ma colère. Il m'a dit, je sais pas si c'était ça, mais j'avais mal agi en moto, j'ai eu peur, et lui, alors qu'il ne fait jamais ça, a mangé le gant. C'est terrible. Et ça m'a fait penser justement à ces hormones. S'il a été sécrété comme odeur, en fait. Oui, et j'ai l'impression qu'il s'est passé, peut-être que je vais trop loin, mais qu'il s'est passé un langage entre eux. C'est-à-dire que lui a eu peur, et lui, comme quelqu'un, un être qui aime, donc un membre de la famille, lui aurait dit « T'as pas fait un peu nimp là ?» Et c'était sa sanction à lui, finalement, de lui dire « Mais recommence pas, parce que c'est pas très... » Ouais. Alors, ça peut être des suppositions. Oui. Parce que là, comme tu l'expliques, c'est vrai que tu donnes des détails, mais c'est aussi à vérifier. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des hormones sécrétées, comme tu expliques, de peur ou de colère, ça peut être des réponses. En plus, nos animaux de compagnie, ce sont des êtres qui tiennent à nous. Enfin, il y a un lien, il y a une relation. Donc, il y a peut-être l'instinct de protection de l'animal qui est venu là. Ou, voilà, mais c'est vrai que... les animaux ont une telle intelligence et un tel mode de protection que ils sont capables d'avoir des comportements qu'on ne soupçonne pas en fait. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est là où est toute la magie, c'est que, alors on ne sait jamais quand on donne des explications, on fait attention de ne pas tomber dans les interprétations toujours en médiation animale. Mais c'est vrai que quand on recoupe toutes les hypothèses et les faits, on arrive à des conclusions qui, des fois, dépassent même notre entendement, notre raisonnement. Et moi, je trouve ça magnifique, en fait. Et est-ce que toi, tu as une belle anecdote, justement, avec soit un ou une enfant, un adulte J'en ai tellement, en fait. J'en ai tellement. Et au même moment où tu me le demandes, tu vois, là, j'ai mon cœur qui se serre parce qu'on vit en séance des choses tellement fortes, profondes. Et moi, je pense que je me nourris de ça, en fait, de tous ces moments suspendus et de magie auxquels on assiste. Il y en a tous les jours. Il y en a une qui m'avait particulièrement marquée au tout début. On a commencé il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, on avait récupéré ici un cheval qui s'appelle Chance, qui est encore avec nous. Oui, je l'ai rencontré. Et il est super. Et aujourd'hui, il a pris la place du chef du troupeau, donc il prend soin de tout le monde. Et au tout début, on ne le connaissait pas très bien. Et puis, on avait un groupe ici qui venait pour la première fois. Et on avait une jeune demoiselle qui avait... une trisomie, qui présentait une trisomie,
qui ne verbalisait pas, dont il disait rien, etc. Et qui était toujours dans le mouvement. Et je me souviens, on faisait des rencontres en liberté, donc on allait visiter, parce que nous ici on va rencontrer les animaux chez eux, dans leur parc. Oui. Les animaux ont toujours plein de choses à grignoter, à faire, voilà, donc on va les voir. On ne les forçait vraiment à rien. Et non. Surtout pas à venir dans notre monde à nous. Non, on va déjà leur demander s'ils sont OK. Et à ce moment-là, on s'est approché, donc on s'est approché. Quand c'est ça, ce sont les deux êtres qui s'approchent mutuellement, hein, parce que l'animal, bien sûr, nous a vus au loin et s'est approché. Et ils se sont, le cheval et la petite fille sont mis en tête à tête comme ça, posés la tête l'une contre l'autre. Ça a duré 1 minute, il nous a paru très longue parce qu'en fait, on était tous en cercle autour d'eux, on était bouche bée, parce que ce cheval qui était assez dans le mouvement avant est arrivé, ils se sont posés, ils n'ont rien dit, hein, parce que bien sûr le cheval n'utilise pas notre mode de langage, la petite fille ne verbalisait pas, mais quand ils se sont posés tête contre tête, on avait vraiment l'impression d'une discussion tellement intense. C'est simple, on était tous autour en train de pleurer. Voilà, c'était pour faire simple. Et il y a eu une telle communication, où on a vu le sourire sur la petite fille, et rien que le fait qu'elle ait pu se prendre ce petit temps pour se poser, se régénérer. Enfin voilà, nous c'est vraiment ces moments de magie qu'on vient, et c'est la répétition de ces moments de magie qui vont aider les individus à se transformer petit à petit. Sans les forcer à parler en plus. Alors, notre langage, il n'est pas que verbal, en fait. Bien sûr que, là, regarde, on parle, moi je parle avec les mains, on parle avec notre posture, on parle avec nos regards, on parle bien sûr avec les émotions qui véhiculent. On a les modes de langage, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Et on va travailler aussi ces modes de communication en médiation, quand on fait du déplacement, quand on va, par exemple... Là, le lapin, Youpla, elle est sur la table, mais quand j'ai des personnes qui ont des troubles du comportement, donc en général, ce sont des jeunes qui sont jugés à risque par la société, qui font acte de violence extrême déjà pour leur âge, et quand finalement ils arrivent près d'un animal et ils se posent, et l'animal, tant que l'individu n'est pas retombé dans des émotions douces, l'animal ne va pas s'approcher. Oui. Je me souviens aussi d'une autre anecdote. Quand j'étais en formation, j'ai eu la chance de faire une journée de stage dans un centre pénitentiaire, dans la région parisienne. Et donc là, c'était pas avec mes animaux encore, puisque là, j'assistais, j'étais stagiaire. Et il y avait un canet corso, donc un très gros chien. Un canet corso. Ouais. Vous ferez une recherche Google. Voilà, canet corso, gros chien, un gros mastoc. Et on avait à ce moment-là un monsieur. Alors, quand on va en centre pénitentiaire, on a tout un protocole pour pouvoir rentrer, justement. Oui. On s'installe dans une petite pièce et on avait un programme qui était justement assez défini. C'était d'aider à identifier les individus qui allaient être influençables sur des sujets de terrorisme. D'accord. Donc un sujet assez lourd. Et là, on s'installe, on commence la séance avec 2-3 personnes, 2-3 messieurs, et on entend beaucoup de bruit dans les couloirs, etc. Un individu qui faisait beaucoup, qui montrait sa présence dans le couloir. Et là, ça toque à la porte et un garde vient nous amener cette personne justement qui était attendue. Donc il arrive avec beaucoup d'énergie, petit peu, je me montre, je fais le caïd, c'est aussi un mode de protection de survie. Et puis là, il tombe sur le chien, sur le canet corso, mais ce regard... Là, ils ont échangé un regard et le monsieur est tombé littéralement à pleurer en disant « Oh, ça fait une éternité que je n'ai pas vu de chien. Qu'est-ce que ça me fait du bien ?» Et là, ce même monsieur que l'on voyait en caïd, tout de suite, il a déjà, dans sa voix, a changé, la tonalité a changé, il était d'une douceur extrême. Et il a fait la séance
collé au chien, le caressant. On n'a eu aucun problème justement de comportement. C'est-à-dire qu'à l'instant même où il a croisé le regard de ce chien ou un autre animal, ce monsieur qui était en mode de protection et de survie dans un milieu hostile, au moment où il est rentré, il s'est reconnecté à son humanité, à son amour, justement. Là, on n'attendait rien de lui, juste sa présence et se poser. Et il nous a montré ô combien, derrière toute personne qui peut être jugée violente, dangereuse, il y a encore, de toute façon, de l'humanité, de l'amour, et on a juste besoin que cette personne trouve, on va dire, le vivier, l'environnement adéquat pour pouvoir oser s'ouvrir. Et on en a tous les jours, nous ici, des personnes dans ce style. On a des jeunes en réinsertion qui ne trouvent pas leur voie et qui sont aussi en dérive sociale. On a tellement de cas, en fait, tout simplement, de personnes qui ne savent pas ou qui ne savent plus ou qui n'ont jamais su comment avoir accès à cette émotion principale d'amour qui est la vie, en fait. Et les animaux viennent simplement te rappeler. Bah ouais, parce qu'en fait, ils ne demandent rien, ils sont là. Il n'y a rien à faire, en fait. Ici, on ne vous demande pas... on demande des compétences sans rien. Oui. Ils n'ont pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Oui. La seule attente, c'est... la seule attente que nous avons, c'est d'oser jouer le jeu. Et quand on franchit ici les portes du centre Piam Piam, c'est se dire, ok, là j'arrive et j'accepte, je sais qu'en venant ici, j'accepte d'essayer au moins. Oui, de lâcher prise. De m'ouvrir. Ouais. Et de m'ouvrir. Ouais. Et est-ce que tu as toujours eu cette façon de penser ? Enfin, par exemple, j'essaie de m'imaginer comment tu étais petite. Est-ce que tu étais proche des animaux ? Est-ce que tu as toujours senti que tu allais faire quelque chose avec les animaux ? Est-ce que tu as toujours eu ce regard assez ouvert sur le monde, sur les gens ? Parce qu'on ne devient pas toi du jour au lendemain, tu vois. C'est que quand même, quand tu étais petite, il y avait cette observation du monde qui était déjà assez pointue. Alors, tout se fait avec le temps. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille dans laquelle il y avait beaucoup d'animaux. T'habitais à la campagne ? Moi, je suis une fille de la campagne. Je suis une fille de la campagne. Et j'avais une maman qui... Enfin, voilà, on a toujours eu des chiens. On n'avait pas de chats. J'ai pas grandi avec des chats, donc j'ai connu très tard les chats. Mais on avait des chiens. Maman s'était aventurée à faire un aquarium avec de l'eau de mer. On a eu des hippocampes qui ont fait des bébés. On a eu des diodons, des hérissons de mer, des poissons clowns. Enfin, voilà, des trucs incroyables. Et puis, quand on est petit, moi, j'ai eu la chance aussi de grandir avec un perroquet, un Amazone à front bleu. Et en fait, de toute façon, quand tu es enfant et quand tu as un quotidien, tu as l'impression que c'est normal dans le monde. Ça devient ton mode de fonctionnement et tu penses que le monde suit... un perroquet à front bleu. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et voilà, et donc moi j'ai eu la chance d'avoir accès rapidement à de l'amour de la part des animaux, à me sentir accueillie parce que moi mon enfance était très hostile à l'extérieur de mon cadre familial. D'accord. Très très hostile. Je suis née avec une maladie rare. Je suis née avec une maladie rare qui se voyait énormément, qui touchait directement mon esthétique. On parlait justement des apparences, et qui m'empêchait, moi, de pouvoir sourire. Voilà. Et donc, bien sûr, on le sait tous que c'est très difficile, justement, quand on ne répond pas à des critères physiques ou quand il y a une différence physique, de se faire accepter et puis... aussi d'accepter les autres, ça vient aussi, on travaille beaucoup sur la tolérance et les différences. C'est joli ce que ça me tient à cœur.
Et justement, voilà, dans mon cadre familial, où là, on savait que c'était une maladie et non pas voilà, un problème de quoi que ce soit d'autre, moi, ça me faisait du bien d'être en présence des animaux qui ne me jugeaient pas, qui m'acceptaient, et où là, je pouvais laisser accueillir mes émotions, et même les émotions les plus difficiles, la honte, l'humiliation, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Et donc, ça, dès le plus jeune âge, ça a été un refuge, en fait, d'avoir ces animaux à la maison, parce qu'ils m'ont prouvé dès plus jeune que voilà, je pouvais être moi-même en dehors de cet aspect physique. Et donc, en grandissant, bien sûr que moi, j'ai voulu faire mes marques et découvrir autre chose que les animaux. Je ne suis pas de ceux qui ont voulu, qui ont su dès le départ qu'ils allaient travailler avec les animaux, au contraire. J'ai retrouvé aussi beaucoup de refuge dans tout le milieu artistique, puisque moi j'ai fait des études artistiques. Et puis après, j'ai voulu aller découvrir le monde. La Maponde est revenue là. C'est la Maponde avec les animaux dans le monde. Mais et j'ai voulu découvrir le monde. Et moi, je suis partie sur un terrain tout à fait différent. Et je pense que c'est mon inconscient peut-être qui m'a parlé, où justement je suis allée dans un monde où on nous demande beaucoup d'être nickel sur les apparences. Je suis partie dans le monde des affaires à l'international. Et les animaux étaient très loin de moi à ce moment-là. Je n'allais jamais imaginer, en travaillant en Chine, que j'allais revenir dans mes Ardennes natales avec mes animaux et troquer mon tailleur et mes talons aiguilles pour des bottes et un parka. Mais bon, tu vois, comme quoi ça marche. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanouie ici, en aidant le monde, mon petit monde, et les personnes qui font cette démarche de venir pour soigner leur univers, que moi, en parcourant le monde, à la recherche de signatures de contrats, en fait. Cet attrait dans le monde, vers les autres, en fait, elle était là pour me donner des explications sur quelle est la nature de l'être humain. J'avais envie de rencontrer plein de cultures, de civilisations, pour voir si le mode de pensée critique auquel on peut faire face des fois de certaines personnes est généralisé ou pas. Et voilà, non. Voilà, j'ai pu découvrir des pays et des ethnies où ils ont beaucoup moins que nous et on a un très grand sourire, où on a des différences physiques, sociales, culturelles, politiques, religieuses, et tout marche très bien. Et voilà. Et donc, je pense qu'une fois que je m'étais bien nourrie de tout ceci, j'ai eu besoin de, ça y est, couper. Et puis, de toute façon, la vie, m'a bien envoyé une belle leçon, de toute façon. Vu que moi, j'étais très, très partie dans le mental avec ces métiers où on nous demande beaucoup d'analyse et de réflexion. Il y a un moment où, justement, l'univers a fait toc, 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 la leçon, là, attention, tu dévies. Et je me suis retrouvée avec un très gros problème de santé. Je me suis retrouvée Comme souvent quand on ne comprend pas quelque chose. Voilà, ça vient, en fait, comme tout était dans le mental et que moi j'étais tellement à réfléchir ce que j'allais proposer en réunion, comment j'allais gérer mes équipes, que là, c'est le corps qui a parlé, les sensations que j'avais complètement oubliées. Mon corps n'était juste ma machine que j'engraissais, entre guillemets. Enfin, je prenais pas soin de faire j'avais envie de dire les vidanges, mais en fait, je suis en train de me dire que c'est le bon terme, parce qu'en fait, j'ai fait une appendicite, une péritonite. Ah oui. Une péritonite, donc c'est vraiment, voilà, c'est la techniquement, petite poche de tous les déchets. C'est la petite poche de tous les déchets qui était trop pleine, et je m'en rendais même pas compte. En fait, j'avais des douleurs au ventre qui étaient de plus en plus intenses, et la seule façon que j'avais, c'est je prends un Doliprane, je me mets une bouillotte, et puis je verrai ça quand j'aurai un petit trou dans l'agenda. Et en fait, il y a un jour, j'ai pas pu me lever, il a fallu m'opérer en urgence parce que ça s'était tourné en péritonite. Enfin bref, c'était assez critique parce que je passais l'arme de l'autre côté, l'arme à gauche. Et une fois que le problème technique était résolu, que les chirurgiens m'ont sauvé in extremis,
Là, je me revois sur mon lit d'hôpital avec un chirurgien qui vient me dire, Madame, attention, si vous ne vous soignez pas là, jamais ça va guérir ici. Waouh, il a été costaud, lui. Et je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? C'est vrai, tu comprenais pas ? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais voilà, mon ventre ici, il me parle de ma tête. J'ai rien à la tête. J'ai une crotte. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Pour dire à quel point le mental prenait pas sur tout. Et à quel point j'étais complètement en dehors de mon corps, en fait. Oui. Pour toi, tu avais un trou dans le ventre et il n'y avait que ça à soigner. Ton petit trou dans le ventre et la cicatrice. Je n'avais pas encore ces connaissances sur le lien entre le corps physique et le corps émotionnel. Et on peut parler aussi du corps spirituel, si on parle de l'intuition et de l'âme, etc. Moi, là, j'avais des missions à faire. J'avais un corps qui était ma machine, qui me permettait de me déplacer d'un point A à un point B, de parler, voilà. Mais en aucun cas, je ne comprenais pas le lien entre la tête et... Voilà. Donc, pour te dire que le chemin, quand même, était long depuis on en est. Hein, et pourtant, dans l'enfance, comme je t'expliquais juste avant... je pense que mon corps qui m'a fait tellement souffrir, je l'ai rejeté en bloc pendant toute une période de ma vie pour essayer de donner accès à un mental et essayer de me prouver que je pouvais avoir une reconnaissance par autre chose que par un physique imparfait. Et donc, à ce moment-là, on m'a dit, mais maintenant, c'est à toi de prendre en charge ton corps. Ressouviens-toi, rappelle-toi. Prends-en soin, apprends à l'aimer, apprends à accepter qu'il ne soit pas parfait. Apprends à justement venir comme là, de pouvoir en parler aussi à ces personnes qui n'acceptent pas aujourd'hui, parce que la perfection de toute façon n'existe pas. Et puis voir un petit peu ce que tu peux faire. Et donc là, moi, j'étais complètement perdue en fait, parce que finalement, j'ai eu complication sur complication. Jusqu'à temps que tu comprennes vraiment. Mes complications physiques, hein, je suis restée plus d'1 mois alitée avec que des opérations parce que... Ah oui, tu voulais vraiment pas comprendre. je ne voulais pas et en fait c'est à ce moment-là que j'ai déclaré, en fait, j'ai pris conscience que je faisais le burn-out. Le fameux burn-out qui était parlé, etc. C'est que en fait la péritonite c'était déjà un premier signal que je n'en pouvais plus. Le deuxième signal, c'est qu'en fait, ma tête n'emmagasinait plus rien, ne comprenait plus rien. Et que finalement, j'ai fini alité, donc 1 mois sans bouger. J'avais plus de masse musculaire qui me permettait de me mettre debout et marcher. Et j'avais 33 ans. Et à 33 ans, j'avais 2 enfants en bas âge. J'aurais pu... j'étais mariée, tout se passait bien, j'avais un bon job, et à 33 ans, mon monde s'est complètement effondré, où je n'avais plus goût à rien, plus envie de rien. Et là, je me suis retrouvée au bout d'1 mois à essayer de remettre un petit soupçon de vie et d'envie dans ma chambre d'hôpital. Et tout le monde essayait de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'en fait, je me laissais partir. Je voulais pas qu'on m'opère, je voulais qu'on me laisse partir. À ce moment-là, je n'avais plus du tout d'envie. Et la seule envie qui m'arrivait, je dis, ramène-moi un petit peu de musique, en fait. Et je me suis mise à danser comme les papis-mamies de 90 ans, complètement courbés. Ça me restera à jamais, parce qu'en fait... juste de remettre mon corps en mouvement. Alors bien sûr, j'avais mal, je pouvais pas me redresser et je tenais à peine sur mes jambes, mais juste d'avoir un petit peu ce corps en mouvement. Et je me suis dit, le mouvement, c'est la vie. Et là, je retrouve un peu le plaisir, la sensation et l'émotion de danser. Et voilà, et après, s'en est suivi des longues périodes de travail sur soi, de travail sur les expériences, de recherche de qu'est-ce qui m'anime réellement, qu'est-ce que je veux réellement sur ce temps qui me reste à vivre, parce qu'on ne sait pas pleinement. Et puis, du coup, finalement, il y a eu un retour aux émotions profondes, à ces blessures. Et une fois que moi, j'ai réussi à les accepter et un petit peu à réussir
pas les dépasser parce que, en tout cas les encaisser le passé. Je dis ok, ben moi en fait ce qui me nourrit c'est l'adrénaline et c'est ces émotions très profondes, c'est les choses qui tordent un petit peu, voilà. Et moi j'ai dit j'ai envie en fait de pouvoir permettre à des personnes de vivre ça, ou en tout cas d'y assister ou de les aider à affronter ça, par le corps. Et pas par spécialement que la parole. Et donc voilà. Et je suis revenue naturellement comme ça vers les animaux. Ça s'est fait dans un chemin tellement simple, naturel que... J'ai l'impression que ça a été très fluide après cette danse. Ouais, après cette danse en fait. Et en tout cas, tu m'as donné plein de frissons depuis tout à l'heure avec certaines anecdotes. Les anecdotes des enfants... ou même du centre pénitentiaire, là j'avais des frissons de la tête aux pieds, c'était vraiment très fort. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Et est-ce que pour toi, la vie, c'est le mouvement de l'amour dans toutes ses formes? Ouais, le mouvement de l'amour. C'est beau ça. C'est grâce à toi. Le mouvement de l'amour. Ouais, la vie c'est le mouvement de l'amour. Bah oui, parce que... l'amour, c'est pas quelque chose de figé, ça bouge, il y a des variations et il y a des intensités comme hautes comme basses. Oui. Et c'est aussi important d'accueillir ça, qu'on ne peut pas toujours être, comme on dit, au taquet, dans le haut du panier et toujours à fond. C'est aussi important de se dire que la douceur ou dans des émotions plus douces ou même des fois pas assez satisfaisantes, ça fasse aussi partie. Si en tout cas on a envie de faire bouger les choses, c'est bon, c'est qu'on a envie et qu'on a envie de la continuer. Oui. Ouais. Eh ben, on vous souhaite à toutes et à tous votre petite danse qui vous permettra de vous remettre dans les rails, peu importe si vous êtes courbé, si vous dansez assis ou allongé. Et d'habitude, quand je fais un podcast, je parle rarement quand même de ce que la personne fait. Enfin, je veux dire, j'en parle pas tant que ça, ou je revendique pas le fait d'y aller. Mais là, quand même, pour être venue là 2-3 fois chez Piam Piam, c'est quand même une expérience à tenter que de partager un moment avec toi, avec les animaux. Et des fois, je dis comment tu travailles avec les animaux, des choses comme ça, mais le mot travail, il me plaît pas trop parce que c'est surtout comment tu partages finalement avec les animaux, avec les humains. Et je vous souhaite vraiment justement de retrouver soit ce goût à la vie avec les animaux, soit de venir sans problème aussi, on peut venir et puis juste passer un moment où on se remet à son rythme. C'est vraiment tout doux, on est détendu. Des fois ils viennent, des fois ils dorment, des fois ils mangent les fils, des fois ils se chamaillent un peu, on est obligé de les sortir. Mais dans tous les cas, ça sera un excellent moment. En plus, Cindy ne manque pas d'idées. Tu fais des goûters de Noël, des goûters d'anniversaire. Des goûters d'anniversaire. Ouais. Il y a plein d'événements. D'aller voir sur son site internet tout ce qui se fait parce qu'il y en a vraiment pour tous les enfants de 1 an à 99 ans, c'est ça. Et puis chez Piam Piam, on est quand même une équipe assez importante. On est une 40aine. Donc nous sommes 2 humains, il y a aussi mon mari Bertrand qui travaille avec moi, qui est spécialisé avec les équidés, qui a une très très belle formation, une très belle approche également. Et puis il y a tous ces animaux médiateurs qui sont vraiment nos collaborateurs et qui sans eux on ne pourrait vraiment pas faire ce que l'on propose ici. Ils ont tous leur richesse et leur unicité, leur individualité qui nous permet vraiment d'accompagner. Voilà, merci à tous. À tout ceci, à l'univers, aux animaux, aux personnes de venir et qui, par leur expérience, leurs émotions, nous enrichissent aussi de parce qu'elles apportent. Merci. Merci, Victorine. Cindy de Piam Piam, conclusion. Alors, on vous avait bien dit que cette interview détonnait. On espère que vous avez aimé et on attend vos retours en commentaire. N'hésitez pas à nous en parler. Pour Cindy, vous l'aurez compris, la vie, c'est d'abord le mouvement et c'est en première place l'amour. C'est pour ça qu'on a trouvé cette jolie formule ensemble, l'amour du mouvement, le mouvement de l'amour, peu importe. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à écouter les autres podcasts également, et puis, qui sait où votre intuition vous mènera. Ciao, ciao!